Je crois que c'est Bonjour parti. à tous. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bruno, vous nous entendez? Je vois que vous êtes connecté. On a Bruno, on a Jérémy, Colline, Galia, Sarah. Ce que je vous invite à faire, c'est à monter sur scène, à utiliser la fonction monter sur scène. Comme ça, on n'est pas nombreux. On va être 7 ou 8, à mon avis, sur notre petit rendez-vous d'aujourd'hui. Et comme ça, vous pouvez couper la caméra et le micro, hein, si vous le souhaitez. Mais on est plutôt avec Dominique dans l'envie de faire des échanges qui soient, enfin des échanges, quoi. Que ce ne soit pas un webinaire descendant, que ça soit interactif au maximum. On se met à vos places. Je vois une chat. Hop, bonjour Colline. Vous pouvez monter sur scène si vous voulez. On se donne quelques minutes, là, le temps, enfin 1 ou 2 minutes, le temps que tout le monde Comme se ça, on connecte. peut échanger, on fait un peu de l'interactif, ce sera plus sympa. Bonjour Colline, on vous voit bien, parfait. Bienvenue Voilà, à bord bienvenue. de IESS. Donc on a d'autres participants, un Jérémy hier. Voilà, si vous voulez participer, vous montez sur scène ou alors utilisez le chat, hein, si vous voulez, mais c'est quand même plus sympa si on peut monter sur scène. Je vois, j'ai 14 inscrits, il me manque un peu de monde. Ils vont peut-être nous rejoindre en cours de route. Je serai sans doute amené en cours de route à inviter à nouveau tous les acteurs à monter sur scène. Bonjour, qu'est-ce que c'est Bruno Bonjour. Singer qui parle là? Oui. Vous montez sur scène, c'est quoi? Ben là, vous Exactement. êtes directement avec nous, on peut communiquer et Ah oui, échanger, d'accord. se voir même. Ah oui, ok, Alors ok. que quand vous n'êtes pas sur scène, on déroule, mais vous nous entendez, mais on ne se voit pas et on ne peut pas communiquer. Alors que D'accord, là, ok. on pourrait vous voir et communiquer directement avec vous. Si vous avez des Ouais, dans l'idée, questions, si j'ai une vous avez webcam qui envie fonctionne. d'intervenir, c'est possible. En Très mode bien, merci. visio, en fait. Bruno, c'est en mode visio. Ouais. Ok, ok, ça marche. Voilà, c'est comme ça quand on n'est pas nombreux sur des webinaires, on bascule en mode visio. C'est quand même plus sympa pour Ouais, pouvoir aborder les sujets, quoi. Surtout que là, ouais, il faut qu'on échange, quoi. très bien, très bien. Bon, pour information, nous sommes deux, du coup, hein, j'ai ma collègue avec moi aussi, Clara. Parfait. Voilà. Mais Allez, on n'a pas de super. caméra, elle déconne, donc vous ne nous verrez pas. Bon, eh ben, ok, Pas le grave. micro marche bien. Ouais, ouais, Donc Bruno et très bien, Chiara, écoutez, bienvenue. Colline, on se merci. connaît, on s'est vu à plusieurs reprises, hein, sur différentes visios et webinaires. Bon, écoutez, on démarre et puis toutes les 15 personnes vont peut-être nous rejoindre ou alors ils nous suivent à distance. Hop. Gaïa, n'hésitez pas, hein, à monter sur scène aussi, Sarah aussi. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler du sujet de mon espace santé, comment le manager avec le personnel, avec les familles et les résidents dans un ESMS. Donc, vaste sujet. Et pour cela, nous sommes deux. Dominique, tu m'entends, Oui, Dominique? bonjour. Oui, oui, Ouais. exact. Excuse-moi, j'étais en train de voir Jérémy qui me semble que j'ai déjà vu sur une grappe. Oui, bonjour. Ouais, c'est ça. Ouais, ok, parfait. Ouais, je me dis, j'étais en train de faire marcher mon cerveau pour savoir où j'avais rencontré Jérémy. Oui, donc Dominique Gaillard, chef de projet ESMS numérique. Je suis plus particulièrement attaché à suivre les établissements qui sont rentrés dans le programme ESMS numérique et qui ont donc des indicateurs à produire en fin de projet. Et donc, je suis ces établissements pendant toute la durée du projet. Et donc, Jean-Rémy Pugibé, je suis moi aussi chef de projet pour le secteur médico-social du GRAD. Et j'ai également en charge, sur une partie de mon activité, la télémédecine régionale. Et donc, le GRAD, hein, c'est le groupement régional d'appui à la e-santé. C'est un groupement qui est de l'Agence régionale de santé, qui est basé à Hyères et qui accompagne la santé numérique sur tout le territoire de la région PACA. Aujourd'hui, on a souhaité vous parler donc de mon espace santé, comment le manager au sein des établissements, et notamment en se disant que quand on se met à vos places, hein, Dominique et moi, nous étions directeurs d'établissement il n'y a pas longtemps, donc on voit bien que c'est un sujet qui mobilise des aspects de réglementation, des relations avec les aidants,
avec les salariés, avec les résidents, avec les conseils de la vie sociale, que c'est un sujet qui est à la croisée des chemins de différentes peurs, de manipulation de données de santé. Donc, il y a un grand nombre de thématiques connexes et on a essayé de faire donc une présentation vraiment en se positionnant comme des cadres au sein du secteur médico-social qui ont à manager ce sujet avec toutes les parties prenantes. Et donc, notamment, on a quelques questions fréquentes, hein. Là, on vous en a listé quelques-unes, mais croyez-moi, il y en aura d'autres qui vont émerger, hein, lorsqu'on va aller dans cette thématique. Donc, c'est quoi la différence entre mon espace santé et le dossier médical partagé, le DMP? Est-ce obligatoire pour les professionnels de déposer des documents sur l'espace santé des usagers? Si je n'ai pas activé mon espace santé, quelles sont les conséquences sur l'alimentation du DMP? Est-ce que c'est assez sécurisé? Puis-je déposer des documents sur l'espace santé du patient sans qu'il me donne son accord? Vous voyez, ça, c'est des questions qui viennent fréquemment. Je vous le dis tout de suite, les réponses, c'est souvent oui. Mais oui, il faut que vous compreniez pourquoi et que vous soyez à l'aise avec, parce que c'est souvent oui, mais. Et donc, on aura l'occasion d'en reparler. Voilà. Et donc, je laisse la parole à Dominique qui va nous expliquer l'espace santé. Alors, mon espace santé, qu'est-ce que c'est? Donc là, on vous a fait une petite représentation. Alors, c'est assez succinct, on n'est pas rentré dans le grand détail de mon espace santé. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon espace santé, c'est un espace numérique personnel et sécurisé qui a été proposé par l'assurance maladie et le ministère de la Santé et qui a vocation à devenir le carnet de santé numérique. On en a beaucoup entendu parler pour les plus anciens du carnet de santé, ensuite du carnet de santé qui avait été organisé pour que tous les citoyens puissent en avoir un, chacun recevait son carnet de santé. Et aujourd'hui, on a rendu numérique cet espace sécurisé qu'on appelle mon espace santé, ou à l'intérieur de cet espace santé. D'ailleurs, ce qui serait intéressant, c'est de savoir si tout le monde a pu activer son espace santé. Est-ce que vous l'utilisez en tant que citoyen pour manager votre espace et surtout manager votre santé via les documents, les médecins qui sont susceptibles d'alimenter ce DMP. Voilà, donc ça peut être intéressant de savoir si vous avez déjà activé et comment vous gérez vous-même votre espace santé. Pour revenir à cet espace santé, mon espace santé, vous voyez qu'on a différentes parties dans mon espace santé. Alors, on a tout d'abord le dossier médical partagé, hein, qu'on appelle le DMP, qui est un espace où on va apporter, renseigner, alimenter, abonder des documents de santé du patient. Dans cet espace santé, on a aussi un agenda qui permet de valider des rendez-vous, de programmer des examens et d'informer l'ensemble des professionnels avec lesquels vous allez avoir des rendez-vous. On a aussi un catalogue d'applications. Alors, il y en a beaucoup hein, qui sont des applications normalement utiles et sécurisées pour permettre d'accéder à différentes solutions. Amélie, l'espace patient, la PHP, les vaccins, enfin bref, il y a beaucoup d'applications qui sont référencées dans mon espace santé. Et une des plus importantes, c'est la messagerie sécurisée, qu'on appelle aussi la messagerie citoyenne. Cette messagerie citoyenne est en fait un canal sécurisé qui permet aux professionnels de santé et aux citoyens d'échanger en toute sécurité des informations, des documents ou autres, mais aussi des échanges reliés à des besoins du citoyen. Donc, toute cette mécanique de mon espace santé est un espace personnel, sécurisé et qui permet à chacun de suivre et de préserver sa santé. Donc, espace très important relié à la majorité des citoyens d'aujourd'hui. Tout le monde a eu normalement son espace santé créé et à activer dans un deuxième temps. Alors, si je passe, ici, on vous a fait deux petites slides, tout ce qui se trouve dans mon espace santé. Donc, les données du dossier médical partagé sont automatiquement intégrées dans mon espace santé. Donc, quand on parle d'établissements médico-sociaux qui vont alimenter le DMP, en fait, on va alimenter le DMP
de l'usager qui se trouve dans mon espace santé. Donc, mon espace santé, si vous voulez, c'est l'ensemble des informations disponibles et le DMP, c'est une partie de mon espace santé. Donc, c'est le dossier médical partagé où vous allez déposer des documents. Donc, cette alimentation est automatique pour que vous puissiez alimenter et partager ces documents avec l'ensemble des professionnels et institutions de santé. Et inversement, tous les documents présents dans les dossiers médicaux de mon espace santé sont visibles dans le DMP par les professionnels de santé autorisés. Donc là, c'est un mot important, autorisé, ce qui veut dire que certains ne seront pas autorisés à pouvoir consulter des documents. Deuxièmement, mon espace santé a été conçu pour relier des services numériques existants et afin de faciliter le partage des informations. C'est ce qu'on appelle l'interopérabilité, ce qui veut dire que mon espace santé est capable de communiquer, alors communiquer avec tous les logiciels qui sont utilisés par les différents secteurs, que ce soit l'imagerie médicale, les pharmacies, les médecins, tous les autres professionnels, les laboratoires, les établissements de santé, les établissements médico-sociaux ont des logiciels qui sont interopérables, qui veut dire qu'ils communiquent directement avec mon espace santé, avec le DMP de mon espace santé. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a rendu possible cette interopérabilité avec l'ensemble des éditeurs, hein. Aujourd'hui, il y a pléthore d'éditeurs référencés Ségur qui ont un logiciel qui permet d'être interopérable et d'alimenter le DMP. Donc ça, c'est vraiment une première, une nouveauté dans le paysage numérique de la santé parce que tous les logiciels référencés sont capables de communiquer avec le DMP. Alors, comment puis-je voir mon espace santé, mon DMP en tant que patient? Donc, vous êtes usager, patient, appelez-le comme vous voudrez. Vous avez la possibilité de vous connecter à votre espace santé. Alors, via un ordinateur, hein, tout simple, soit depuis un smartphone. La particularité de mon espace santé, c'est qu'elle est aussi possible en termes d'application. Vous pouvez l'avoir directement sur votre smartphone, ce que j'ai moi, par exemple, dans mon téléphone. Et cela vous permet d'aller voir directement tous les documents, toutes les informations que dispose votre espace santé, sachant qu'aujourd'hui, on a à peu près 20 millions d'utilisateurs, plus de 95 000 professionnels qui alimentent les DMP et 76% des utilisateurs qui sont satisfaits de l'utilisation de mon espace santé. Donc, ce qui veut dire qu'on a quand même beaucoup de professionnels qui utilisent mon espace santé et beaucoup d'usagers, de citoyens qui, eux aussi, utilisent leur espace santé. Ici, je vous ai mis, alors ça, ce sont des petits flyers hein, que vous pouvez retrouver dans mon espace santé. Hein. Vous tapez mon espace santé sur Internet et vous allez pouvoir disposer d'informations importantes et intéressantes sur les moyens d'information de ces espaces, hein, puisque du coup, ces espaces sont très bien maîtrisés par les espaces de communication. Donc, vous retrouverez toutes ces informations via le site internet Mon Espace Santé. Donc là, c'était des petites informations qui vous permettent de voir un petit peu quels sont les services qui sont accessibles dans l'espace santé. Alors, on parle beaucoup de mon espace santé, mais on se dit aussi, mais mon espace santé, on va y déposer des documents souvent importants, hein, ça peut être des comptes rendus, ça peut être des informations de vaccination, des informations personnelles. Est-ce que mon espace santé est sécurisé? Est-ce que je suis certain que mon espace est sécurisé? Alors, oui, votre espace est sécurisé, tout simplement parce que vos données sont hébergées en France sur des services qui sont de haute autorité de sécurisation, HDS, hein, hébergeurs de données de santé, sécurisés par ces serveurs et aussi protégés par l'assurance maladie qui est en fait le promoteur de mon espace santé et qui rend sécuriser l'ensemble des données de santé. Donc là, si vous avez besoin d'aller un tout petit peu plus loin sur l'information
de la sécurisation des données de santé de mon espace santé, vous avez un lien pour en savoir plus. Et là, vous allez rentrer directement dans le concret, comment c'est organisé, comment les pouvoirs publics ont fait en sorte que tout le monde puisse bénéficier de cet espace et en même temps que ces espaces soient sécurisés pour l'usager, mais aussi pour les documents qui vont alimenter cet espace santé et pour les données qui vont transiter sur cet espace santé. Voilà, donc très important de savoir que tout ce système, ce dispositif est vraiment sécurisé à 100%. Alors, je ne parle pas des possibilités aujourd'hui de hacker ce type de services numériques. On sait que tout est possible. Mais cela dit, aujourd'hui, on a le plus haut degré de sécurisation de ces espaces sécurisés. Alors, je vais reprendre donc la présentation sur ce point-là. Au sein d'un établissement, comment consulter le DMP avec vos professionnels? La méthode que vous connaissez la plupart du temps, c'est depuis vos dossiers usagers informatisés. Donc, depuis le programme SMS numérique ou pour les établissements qui ont signé un bon de commande SONS, vos dossiers usagers informatisés communiquent directement avec le DUI. Et c'était ça l'objectif de la politique publique du SONS ou du programme SMS numérique. Mais il y a quelque chose que vous connaissez peut-être moins, c'est l'accès sur le site dmp.fr. Je vous en parle de ce site-là parce que c'est le site sur lequel, quand vous vous connectez dessus, vous avez une vue finalement assez intéressante du classement des documents et de la manière dont la Direction nationale du numérique en santé a souhaité que les professionnels, enfin les documents et l'organisation des documents au sein de cet espace. Alors, je passe sur là-dessus pour vous montrer une vidéo pour comment accéder au dmp.fr et je reviendrai après sur les autres points clés. Alors, donnez-moi une petite seconde que je partage la bonne vidéo. Vous allez voir que… Et alors, ce qu'on va faire, c'est que si vous avez un problème de son, vous me le dites directement dans le chat et on corrigera ça. Alors, une petite seconde. Comment se connecter? Choisir ce média. Voilà. Allez, aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut se connecter en étant professionnel de santé sur le site dmp.fr. Donc, je me connecte tout simplement sur www.dmp.fr, j'accède au DMP, j'ai le choix de m'identifier par carte ICPS ou plutôt de faire une identification par ProSanté Connect. Aujourd'hui, je vais vous montrer la deuxième solution, ProSanté Connect. Donc, dans l'application ICPS, je vais devoir noter mon numéro RPPS. Donc, j'ai un numéro RPPS en tant que professionnel de santé que je note. Voilà. Et donc là, je reçois. Là, je mets mon code confidentiel. Je valide. Et donc, sur mon écran, je vais trouver le numéro 99. Je le sélectionne. Et ça y est, j'ai accès au DMP. Et donc, je peux identifier mon patient, soit avec un lecteur de carte vitale, soit en saisissant son matricule INS, donc identifiant national de santé, ou alors en cherchant parmi mes patients sur des critères d'identité. Aujourd'hui, donc je vais vous montrer ce patient-là, et donc en cliquant dessus, j'ai accès au dossier médical partagé qui contient donc toute une liste de documents, tout le parcours de soins, tout le parcours de vaccination de mon patient et plein d'informations utiles pour sa prise en charge. Par exemple, lorsque je liste les documents, je peux aller voir un compte-rendu de biologie. Je peux également voir son carnet de vaccination avec l'ensemble des vaccinations qui ont été soit saisies par des professionnels de santé, soit par le patient lui-même. À noter que le patient est informé qu'un professionnel de santé qui est nommé a consulté son DMP. Donc si jamais vous consultez un DMP alors que vous n'avez pas à le faire, le patient est informé d'une part, et d'autre part, vous vous exposez à des plaintes légales, des plaintes ordinales et peut-être même des interdictions d'exercice. Soyez très rigoureux. Alors, je reprends la présentation. Hop. On en était là. Donc, vous m'entendez toujours? Oui, Dominique, c'est bon? Très bien.
Ouais, ok. Donc sur la vidéo, tout le monde a entendu, il n'y a pas de souci. Des fois, on Très a des bien. gags, on a eu des couacs, donc c'est pour ça que. Et donc, vous avez vu que les documents déposés par les professionnels, donc là, on a regardé un bilan sanguin, mais on aurait pu voir des ordonnances, le dossier de liaison des urgences, les projets personnalisés d'accompagnement, des vaccins, vous avez vu. Mais vous verrez aussi que on y reviendra avec les résidents. Il y a un sujet que vous pourriez aborder autour des directives anticipées, autour des dons d'organes et tous les documents utiles déposés par le patient. Alors, on a un autre point qui consiste à dire, pour se connecter sur dmp.fr, eh bien, il faut des moyens d'identification, qu'ils soient électroniques ou physiques. Des moyens d'identification électronique, c'est la carte ICPS. Donc, dans le film que vous avez vu tout à l'heure, c'est une carte dématérialisée sur mon smartphone qui s'appelle ICPS. Mais vous auriez pu avoir une carte CPS. Et là, on rentre dans un premier sujet de management au sein des structures, c'est que, notamment avec les infirmiers, puisque ce sont cette profession qui sont les plus représentées comme professionnels de santé à rôle, on a des sujets. De payer la cotisation à l'ordre des infirmiers, de convaincre qu'il faut se mettre à jour de sa situation auprès de l'ordre. C'est normalement des sujets réglementaires. Dominique et moi, on est titulaire d'un diplôme d'infirmier, donc on est à l'aise avec ces propos-là. Ce n'est pas un sujet pour les médecins, ce n'est pas un sujet pour les pharmaciens, pour les sages-femmes. De tout temps, ils ont adhéré à leur ordre, ça fait partie de leur activité professionnelle. Côté IDE, c'est un peu plus récent et on a encore des sujets. Donc, la vidéo que je vais vous montrer, c'est pour pouvoir vous aider, vous, cadres au sein des ESMS, à porter le message, mettre à jour ces informations, accéder au site de l'Ordre des infirmiers et commander les cartes, c'est extrêmement simple. Il n'y a vraiment pas de sujet. Donc, je vais vous montrer cette première vidéo et vous n'hésitez pas à m'interpeller et à intervenir à l'issue de cette vidéo. Alors là encore, je vous la montre. Si ça ne marche pas, vous criez très fort et on essaiera de régler ça. Donc, mettre à jour sa situation. Parfait. Alors, je me connecte tout simplement sur le site de l'Ordre des infirmiers. Vous voyez que je ne le connais pas par cœur, je suis allé chercher dans un moteur de recherche. Et donc là, je vais aller dans mon espace membre. Donc, je me connecte, j'ai accès à mes informations. Et là, je mets à jour ma situation. Donc, tout simplement, je clique sur « Mets à jour ma situation ». Et donc, je souhaite mettre à jour mon dossier, je souhaite saisir ma nouvelle activité, etc. Il suffit simplement de remplir les informations qui sont demandées dans la console. C'est extrêmement simple. Donc, accueil, je mets à jour ma situation, où je demande ma radiation, où je fais également, je peux déclarer une agression, je peux récupérer une attestation, mes caducées, tous ces éléments-là sur le site de l'Ordre des infirmiers. Donc ça prend quelques minutes à mettre en œuvre et je vérifie aussi que mes cotisations sont à jour sur la partie mes cotisations. Alors, hop, je reprends ma présentation. Est-ce que c'est un sujet que vous avez rencontré dans vos établissements, des IDE qui vous disent non, mais moi, je ne veux pas payer les 40 € de cotisation annuelle, j'en ai pas besoin, je ne suis pas d'accord avec les positions de l'ordre, ça ne me sert à rien, etc. N'hésitez pas à témoigner là-dessus et peut-être à nous dire comment est-ce que vous avez résolu, comment est-ce que vous avez essayé de résoudre ce sujet qui n'est pas facile. N'hésitez pas. On a également, toujours connexe à ce sujet-là, quand on parle des CPS ou quand on parle des ICPS, on voit que finalement le sujet, ce n'est pas d'aller sur le site de l'Ordre des infirmiers. Le sujet, c'est de convaincre les professionnels de se mettre à jour, de payer leurs cotisations et éventuellement de commander la carte CPS. Donc, vous avez vu que, bon, j'ai fait une démonstration d'accès au DMP depuis ma carte ICPS, donc numérique. Et hier, en faisant la préparation du webinaire avec Dominique, on s'est rendu compte que l'accès à dmp.fr était en maintenance pour les utilisateurs de ICPS. Donc, je ne pouvais pas me connecter. Et je me suis dit, finalement, pourquoi pas, je vais commander une carte CPS, donc matérielle, une carte comme celle-ci, etc. J'en ai plusieurs de tests, mais je n'ai pas la mienne à titre perso. Donc, je me suis dit, je vais la commander.
Ça m'a pris 14 secondes. Je me suis connecté, donc je suis allé sur le portail de la commande CPS, j'ai vérifié mon adresse mail et mon adresse postale, j'ai cliqué commander et donc ma carte, je vais la recevoir demain matin. En revanche, vous avez souvent le sujet des ICPS. Et le sujet des ICPS, donc, c'est tentaculaire parce qu'en fait, on rentre dans des situations où les professionnels ou les directions d'établissement soit s'opposent, soit lèvent des questions autour de l'utilisation du smartphone personnel. La carte ICPS, elle est sur un smartphone. Donc, il faut obligatoirement un smartphone. La majorité des cas, c'est le smartphone personnel du soignant, mais on peut avoir des situations où l'établissement ou le professionnel dit lors de questions où je ne souhaite pas utiliser mon smartphone personnel pour un usage professionnel. Ça se défend, ça se plaide, ça s'argumente. Pour l'instant, on est sur un sujet où il n'y a pas de réponse toute faite. On est sur un sujet au cas par cas, établissement par établissement. Ce qu'on peut vous dire, c'est que un professionnel qui souhaiterait vraiment ne pas utiliser ses outils personnels pour se connecter, vous pourriez tout à fait acheter, parce que ça va être des cas rares, quelques smartphones simples. Hein, je vais aller dire bas de gamme parce que ça n'a pas d'intérêt à ce que ça soit du haut de gamme. Il n'y a même pas besoin d'avoir une carte SIM dedans parce que le smartphone peut tout à fait être utilisé avec du Wi-Fi. Donc, il suffit qu'il y ait une data, mais il n'y a pas besoin d'avoir de carte SIM. Donc, vous pouvez en acheter pour 60 € quelques-uns pour dire, bon, au cas où, j'en ai quelques-uns à disposition. Ce qui risque de se passer, c'est que rapidement, les professionnels qui ont toujours leur smartphone personnel dans la poche vont trouver que c'est un peu compliqué d'en avoir deux et que leurs collègues vont dire, bon, tu sais, c'est vachement simple avec mon smartphone perso de faire ma connexion. Donc voilà, rapidement, ça pourrait être une solution temporaire et le temps que le processus se mette en place. Voilà. Donc n'hésitez pas par rapport à ça. Et l'autre élément, Bruno, oui, Oui, alors, ouais, je voudrais juste revenir sur la carte CPS. Moi, je suis éducateur spécialisé, donc je ne suis pas infirmier. ouais, Par contre, sur le SAMSA, en fait, je suis plutôt sur la santé et on est en attente du recrutement d'un infirmier là, ouais. prochainement. Et je me demandais en fait quel était l'intérêt d'avoir cette carte alors que nous on a un logiciel qui s'appelle Imago qui est interconnecté du coup avec le DMP. L'interopérabilité est efficiente là. Mhm. Et du coup, quelle est la plus-value d'avoir cette carte en fait Alors pour- là, on est c'est une excellente question, Bruno. Vous êtes dans la situation intermédiaire. Alors, attendez, hop, on appelle. Donc, vous êtes dans la situation intermédiaire parce que vous pouvez consulter le DMP depuis votre dossier usager informatisé en vous connectant simplement avec vos codes. Quand vous allez sur votre logiciel, vous mettez vos codes d'accès et vous avez une passerelle vers le DMP. C'est quelque chose qui est temporaire puisque il est prévu que l'accès au DMP soit soumis à un moyen d'identification à authentification forte. Ces moyens d'authentification, c'est soit la carte CPS, soit la ICPS. Donc, Bruno, dans les mois qui viennent, vous allez avoir une réglementation qui va vous demander de vous connecter avec une ICPS sur votre logiciel. Et ça a une certaine logique. On vous donne accès à des données de santé extrêmement sensibles. Et donc, la moindre des choses, pour sécuriser toute la démarche, c'est de savoir qui précisément c'est connecté. Vous voyez, si vous allez, vous, demain, depuis votre DUI, voir mes propres données de santé, il faut que je sache que ça soit vous et pas un autre qui a utilisé des codes qui circulent au sein d'une structure. Donc, les ICPS, ça va être un vrai sujet et vous verrez que dans la suite de la présentation, on va en reparler parce que même si ça ne fait pas plaisir à entendre, il va falloir y aller, quoi. Oui, Euh, pour compléter tes propos, Jean-Rémy, en fait, Bruno, j'ai cru comprendre que vous étiez éducateur spécialisé, c'est ça? oui. Ouais, du coup, pour pouvoir prochainement, alors
Aujourd'hui, on a une date qui s'appelle le 1er janvier 2026, où tous les professionnels devront se connecter au DUI via un double facteur d'authentification, donc ProSanté Connect. Bon, vraisemblablement, on n'y sera pas. Mais ce qui veut dire que, Bruno, vous allez devoir, vous enregistrer sur le portail RPPS+, pour pouvoir déclarer vos situations professionnelles via votre établissement, pour qu'on puisse vous attribuer un numéro RPPS, donc qui vous permettra d'obtenir un moyen d'identification électronique sous forme d'application ICPS uniquement pour les enregistrements RPPS+. Et via cette carte ICPS, vous pourrez effectivement vous connecter en double FA et accéder à des services numériques, et notamment prochainement pour la consultation du DMP via la matrice d'habilitation. Vous êtes allé un petit peu plus vite que nous, puisqu'on abordera ce sujet un petit peu plus loin dans le déroulement de la visio. Mais voilà, donc il y a des étapes successives à passer, et ça vous permettra ensuite de pouvoir bénéficier de ce MIE. Je vois Galia qui dit « J'ai une carte CPE, est-ce qu'elle fonctionne comme une CPS ?» Alors, une CPE, ce n'est pas une CPS. Une CPE, c'est une carte professionnelle d'établissement, alors que la CPS, c'est une carte professionnelle de santé. Donc, l'un et l'autre n'ont pas les mêmes autorisations, sachant que tout de même, avec votre carte CPE, vous pouvez bénéficier de l'application dématérialisée, alors qui se nomme ICPS. Aujourd'hui, on a cette application dématérialisée qui est ICPS, mais qui peut aussi se dématérialiser pour une CPE. Mais par contre, avec cette CPE, vous ne pourrez pas accéder à la consultation du DMP, puisque vous n'êtes pas renseigné au RPPS+, et donc vous n'avez pas cette identité numérique. Donc, pour pouvoir, en tant que secrétaire, pouvoir accéder à la matrice d'habilitation, il vous faudra un numéro RPPS. Et bon, là, on anticipe un peu le… C'est juste la slide d'après, Dominique. Regarde, je passe la slide, et comme ça, tu peux faire un retour d'expérience sur le RPPS, parce que c'est quand même un sacré sujet. Mon espace santé égale à un moment donné de pouvoir parler de… Alors, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, C'est après, pardon. Ouais. c'est un petit peu après. Là, on va, après que Jean-Rémy nous ait montré comment alimenter le DMP, comment accéder au DMP, dans les établissements médico-sociaux, il y a des sujets d'information importants, notamment en ce qui concerne l'alimentation et la consultation du DMP. Alors, dois-je demander le consentement du patient pour alimenter son DMP et son dossier médical? Eh bien non, pas forcément, puisque le professionnel de santé du médico-social doit informer l'usager de l'alimentation de son DMP et pas demander systématiquement un consentement. Donc là, déjà, on est dans une configuration différente de la consultation, c'est alimenter le DMP égale information. Donc cette information peut être délivrée par un collaborateur de l'équipe, peu importe qui. Cette information n'est à donner qu'une seule fois. Ça peut être aussi un article que l'on insère dans le document individuel de prise en charge, ça peut être un insert dans le dossier du patient, ça peut être un insert dans une affiche directement dans l'établissement. Donc, c'est simplement une information d'alimentation du DMP. Sachez aussi que pour alimenter le DMP, si vous n'avez pas activé votre espace santé, vous pouvez quand même alimenter le DMP. Donc ça, c'est important, puisqu'on nous dit souvent, oui, mais le DMP, mon espace santé n'est pas activé, donc je ne peux rien faire. Si, vous pouvez alimenter le DMP sans que mon espace santé soit activé. Donc vous avez ici les articles réglementaires qui vous permettent de valider ces informations. Ensuite, si je passe sur celle d'après, dois-je demander le consentement du patient pour consulter le DMP de mon espace santé? Alors, il existe deux cas de figure. La première, c'est je fais partie de l'équipe de soins et le consentement de l'usager est dit présumé dans le cadre de sa prise en charge effective. Il est toutefois important de l'informer à chaque nouvel événement. Donc, vous voyez que là encore, dès l'instant où on fait partie de l'équipe de soins de l'usager, on n'a pas besoin de demander son consentement.
Pour les non-membres de l'équipe de soins, le professionnel doit recueillir explicitement le consentement de l'usager à chaque consultation de son dossier médical par tous les moyens, y compris de façon dématérialisée. Donc, vous l'aurez compris, lorsque vous êtes dans une équipe rapprochée, l'usager n'a pas forcément de consentement à apporter. Par contre, dès l'instant où ce n'est plus une équipe rapprochée, il faut demander le consentement. Dans tous les cas, je vous encourage à toujours informer l'usager que vous allez faire des actions sur son dossier médical, que ce soit de l'alimentation ou de la consultation. Toujours informer l'usager. Par définition, c'est la plus simple des solutions pour ne pas avoir d'ennui si jamais vous vous retrouvez dans une configuration procédurière et que vous soyez embêté parce que quelqu'un vous a dit « mais vous ne m'avez pas informé, oui, mais vous aviez l'affiche dans les bureaux, oui, mais je n'ai pas vu l'affiche ». Voilà, donc du coup, n'hésitez pas à apporter ces informations régulièrement pour ne pas vous retrouver en situation compliquée de la réglementation sur l'alimentation et la consultation du DMP. On ne va pas rentrer dans le détail ici, mais on vous a mis une petite slide intéressante pour aller plus loin. Hein. Vous avez ici toutes les informations liées à l'alimentation du DMP, les documents réglementaires pour alimenter le dossier médical partagé. On ne va pas rentrer dans le détail, donc vous pourrez ici aller consulter directement ces documents via les liens qu'on vous a donnés. Et on passe directement à l'accompagnement des résidents. Exactement. Merci Dominique. Donc, on part sur un webinaire où on essaie d'avoir le maximum d'interaction avec les acteurs. Et donc, on a vraiment ce point-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner les résidents et pour accompagner les bénéficiaires avec mon espace santé? Alors, on a eu des établissements qui nous ont apporté un certain nombre de retours d'expérience. Et ça va dépendre de votre secteur d'activité et de vos bénéficiaires, bien entendu. De leur capacité cognitive, de leur capacité avec les nouvelles technologies. Donc, ça va vraiment dépendre de pas mal de choses. Néanmoins, ce qu'on peut vous dire, c'est que ça peut tout à fait, notamment, je pense, pour les ESAT, ou je pense, Bruno, si vous êtes éducateur spécialisé, le sujet d'activer son espace santé, ça peut vraiment être une action pertinente d'accompagnement personnalisé. Donc voilà, on a eu plusieurs retours avec vraiment de bonnes. Donc le fait d'activer, de mettre l'application sur le smartphone et de comprendre ce qu'il y a dedans, ça peut être un vrai projet d'accompagnement personnalisé. Ça peut également être. Oui, Bruno? Oui, non, je voulais juste intervenir par rapport à ce que vous dites. Nous, on a eu le cas d'une personne qui s'est retrouvée en fait dans un moment de crise, Ouais. et en fait où les pompiers ont demandé le traitement de la personne et nous, on n'avait pas forcément les informations. Et du coup, c'est à partir de là qu'on s'est dit, on va créer des espaces santé pour qu'il puisse y avoir accès. La problématique étant que les médecins ne mettent pas tout en fait sur l'espace santé et donc les ordonnances n'y sont pas systématiquement en fait. Donc il y a vraiment cette vigilance à avoir aussi, à venir agrémenter par la suite l'espace santé en fait. Parce que nous on peut pas garder les ordonnances, donc c'était un peu l'alternative qu'on a trouvée pour. Voilà. Plusieurs réponses. Vous avez tout à fait raison. Et comment dire, là encore, on est sur un processus qui est long. Le fait que l'ensemble de l'écosystème de santé mette les documents sur l'espace santé. Donc, aujourd'hui, les professionnels qui ont l'obligation de mettre ces documents, ce sont par exemple les laboratoires, ce sont les hôpitaux. Donc, les biologies, etc. Voilà, il y a une réglementation. Ils sont obligés de déposer ces documents. La réglementation à venir, c'est que l'ensemble des professionnels libéraux vont devoir déposer leurs ordonnances sur mon espace santé. Aujourd'hui, c'est quasiment toujours le cas. Hein. Quand vous avez un logiciel comme Doctolib qui représente une grosse part de marché chez les libéraux ou d'autres, les grandes majorités des logiciels alimentent automatiquement avec l'ordonnance le DMP du patient.
Donc, on a plutôt maintenant une minorité de Français qui n'ont pas l'ordonnance qui est alimentée par les professionnels de santé. Il reste encore du chemin. Donc, ce que vous évoquez, c'est tout à fait le cas. On était dans le cas de figure où l'ordonnance n'a pas été déposée sur l'espace santé, donc n'a pas été accessible à l'équipe d'urgence qui prend en charge le résident, donc le patient en l'occurrence. Donc voilà, le voir plutôt comme un processus en cours et puis d'utiliser ce type de situation pour dire au médecin, bon, bah, vous voyez, Jean-Rémy, bah, il est parti avec les pompiers, bah, on n'avait pas son ordonnance. Donc il est épileptique, il est diabétique et il fait de l'hypertension. Bah, du coup, on ne savait pas trop, on a dû refaire le truc. S'il vous plaît, docteur, bah, ça vaudrait le coup de remettre l'ordonnance sur le DMP. C'est juste un clic depuis votre logiciel. Donc, ouais, c'est des exemples précis qui nous aident à aller dans ce sens-là. Ce qu'on peut aussi vous dire, c'est que vous allez rencontrer des résidents qui vont vous dire tout de suite, mais moi je ne connais rien, je ne suis pas à l'aise avec l'ordinateur, votre truc ça me fait peur, je ne veux pas en entendre parler. Je le dis de manière caricaturale. Là encore, il faut discuter avec eux, il faut prévenir et il faut faire le parallèle avec les dossiers médicaux papier. Donc vous verrez, donc dans la présentation, vous pourrez l'utiliser. Je vous corrigerai la faute d'orthographe d'ailleurs sur parallèle, c'est moi qui l'ai faite. Donc le principe c'est de dire, mais avant, Jean-Rémy, quand tu avais ton dossier papier, tes parents, tu y avais accès, ton médecin, les infirmiers qui passaient, ils le regardaient ce document. Là, mon espace santé, c'est la même chose, sauf qu'au lieu que ça soit en papier, c'est sur l'informatique et c'est plus pratique. Donc, ça ne te gênait pas avant. Maintenant, tu sais, on a des nouvelles manières de le voir. Donc, c'est vraiment prévenir le refus parce que je ne maîtrise pas l'informatique. Vous voyez, sur des résidents notamment qui sont en déficience mentale, ça peut aussi se penser, ça peut se voir comme ça. Aussi, donc, la discussion, c'est le fait que l'aidant ou les aidants puissent accompagner le résident. Les aidants, vraiment, on a besoin des aidants. En secteur médico-social, s'il n'y a pas d'aidants, c'est quand même un énorme sujet. Donc, et pour autant, on voit que on viendra tout à l'heure. Le cadre réglementaire, il n'est pas très clair là-dessus. Donc voilà, les aidants, il faut les inclure, les accompagner et faire en sorte qu'ils soient aux côtés des résidents dans la maîtrise de leur espace santé. Et un autre élément pour accompagner les résidents, quelque chose qui marche bien, en résidence autonomie par exemple, ou à domicile auprès des personnes âgées, un peu moins en EHPAD forcément, parce que ce n'est pas la même population. Les directives anticipées, de discuter avec le résident de ces directives anticipées et de les mettre sur l'espace santé, c'est quelque chose d'intéressant. C'est un bon vecteur, c'est un bon angle pour motiver le résident à s'intéresser à leur espace santé et à y trouver une utilité. N'hésitez pas à intervenir, sinon je vais passer sur notre partie qui est sur l'accompagnement des aidants. Là encore, c'est plutôt un sujet sur lequel on est un peu une situation d'équilibre parce que il n'existe pas de cadre juridique sur lequel un aidant peut se substituer à un bénéficiaire pour pouvoir administrer l'espace santé. Voilà. Les seuls cas où c'est possible, c'est quand le résident est sous tutelle. Le tuteur a la possibilité, a complètement la main pour pouvoir donc se substituer au résident. Et pour autant, j'en reviens à mes propos, avant, quand il y avait un dossier médical papier, l'aidant, il y avait accès, il le gérait et ça posait pas tant de questions que ça. Donc, faire le parallèle là aussi. La discussion aussi, c'est peut-être de l'aborder sous l'angle de l'analyse des risques. Ce qui peut se passer, c'est une majoration d'éventuelles tensions familiales si l'aidant prend la main complètement sur le dossier médical partagé, enfin sur l'espace santé du résident, et que les autres membres de la famille voient ça d'un mauvais œil. Ça peut majorer un certain nombre de questions, de tensions. Donc là encore, un appel à la prudence dans l'accompagnement des aidants. Si jamais vous pressentez ou si vous voyez qu'il y a des tensions familiales autour de l'accompagnement et la présence d'un aidant ou l'absence d'un autre aidant, l'espace santé, l'administration de l'espace santé peut majorer ces tensions. Donc voilà, regardez-le sous cet angle. Et donc là encore, les aidants, ils sont essentiels pour les résidents. Donc il faut trouver le compromis et l'équilibre. Et ça peut être une bonne idée
d'aborder ce sujet, vous savez, au sein des conseils de la vie sociale. Ça change un peu des thématiques habituelles de restauration ou je ne sais quoi. Le fait de dire, bon, on aimerait aborder avec vous l'utilisation de mon espace santé, sa sécurisation, son utilité en cas d'hospitalisation, en cas de partage d'informations, et on aimerait démystifier et répondre à vos questions. Donc ça vous donne du grain à moudre pour un éventuel conseil de la vie sociale. Dominique, tu veux Ouais, compléter? je voulais rajouter peut-être des informations justement sur la partie aidant et peut-être lancer une alerte aux établissements médico-sociaux qui sont en difficulté vis-à-vis de certaines familles qui malheureusement s'emparent des codes, des accès de mon espace santé de leurs parents, père, mère, grand-mère, peu importe, et de faire attention justement dans le cadre de l'alimentation à faire en sorte que ce que vous allez alimenter soit est conforme à ce que peut attendre l'usager et vous alimenter, soit il peut y avoir des difficultés sur l'appréhension des documents. Et par exemple, je donne un exemple tout simple, on alimente un document et la famille vient vous voir en disant « Vous avez mis ça dans le dossier médical partagé, je ne suis pas d'accord avec vous », qui peut rendre une situation compliquée, complexe et électrique parfois. Donc, sachez que logiquement, pour pouvoir bénéficier des codes d'accès de mon espace santé, il n'y a que l'usager qui peut y avoir droit, sauf évidemment, comme l'a dit Jean-Rémy, s'il y a une tutelle engagée. Sinon, c'est sur le consentement de l'usager. Et le consentement de l'usager doit être toujours recherché lorsqu'il va donner ses codes. Cela dit, on sait pertinemment que parfois les codes ne sont même pas, les autorisations ne sont pas demandées et que c'est vraiment la famille qui s'en empare. Donc méfiez-vous. Vous avez aussi, via l'utilisation de vos logiciels Ségur, la possibilité de cacher des documents directement à l'usager parce que ça pourrait avoir des conséquences sur la prise en charge via les aidants familiaux. Hein, j'entends, hein, souvent c'est plutôt le cas. Donc méfiez-vous de ne pas vous mettre en situation où vous auriez déposé des documents qui pourraient déclencher des hostilités vis-à-vis de la prise en charge. Donc ça, c'est important de le souligner, sachant que on n'a rien réglementairement pour s'opposer à ce genre de situation. Mais c'est un cas qu'on rencontre assez régulièrement. Et moi, dans le cadre du suivi de projet, j'ai beaucoup d'établissements qui se posent aussi beaucoup de questions. Et la seule solution qu'ils ont trouvée, c'est cacher les documents. Peut-être des réactions sur le sujet, qui est évidemment un sujet récurrent. Hein, on rencontre ça régulièrement. Donc là, vraiment pas de réponse fermée. Oui, après, c'est pas facile d'évoquer des situations particulières. Ouais. Un sujet, c'est une recherche d'équilibre, une recherche de consensus et du tact et de la mesure. Pour l'instant, c'est le simple conseil qu'on peut vous donner. Il nous reste une dernière slide que Dominique va animer. Oui, après avoir parlé donc de l'alimentation du DMP, comment alimenter le DMP, comment y accéder, je voulais vous faire un petit focus sur le RPPS+, un répertoire partagé des professionnels intervenant dans la prise en charge. Pourquoi? Eh bien, parce que ce RPPS+, va donner des autorisations à certains professionnels qui n'ont pas encore d'identité numérique et ni de moyens d'identification électronique. Donc ça, c'était aussi par rapport à ce que disait tout à l'heure Bruno, en étant éducateur. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de pouvoir bénéficier de cette identité numérique et de ce moyen d'identification électronique pour développer des usages, que ça soit en termes d'alimentation du DMP, de consultation ou d'utilisation de la messagerie sécurisée. Vous avez ces dispositifs qui vous permettent justement d'y accéder et de développer des usages. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le RPPS+, aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, on peut dire que 450 établissements en région PACA ont fait au moins un enregistrement. Donc, vous voyez que sur 3000, il y a à peu près 4000 établissements.
un peu moins de 4000 établissements, ce qui veut dire qu'il y en a quand même 3500 qui n'ont encore rien fait, qui n'ont pas enregistré de professionnels sur ce RPPS+. Donc, on peut imaginer que 3500 établissements qui pourraient avoir, par exemple, des messageries sécurisées nominatives pour ce type de professionnels ne font pas d'usage sur la messagerie sécurisée. On sait qu'on a aujourd'hui à peu près 1700, 1800 professionnels enregistrés au RPPS+, et on sait aussi que ces professionnels sont à 80% issus du programme ESMS numérique. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sont accompagnés et qu'on leur dit expressément que l'enregistrement du RPPS+ est important et qu'il faut le faire, sachant que, encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, logiquement, au 1er janvier, vous avez cette obligation réglementaire d'accéder au DUI via ProSanté Connect. Donc, il y a beaucoup de travail à faire sur le RPPS+, notamment sur la compréhension de la matrice d'habilitation, les différents accès. On sait aujourd'hui que toutes ces professions sont renseignées dans la matrice, que les droits d'accès sont identifiés par rapport au rôle que vont renseigner les autorités d'enregistrement pour leurs professionnels, et que du coup, ça va générer des accès en consultation sur cette matrice d'habilitation. On sait aussi que le gestionnaire du RPPS+, donner des habilitations est un processus un peu compliqué, surtout dans la gestion des entrées et sorties de ces professionnels. Je rentre dans un établissement, je m'inscris au RPPS+, je sors de cet établissement, l'établissement doit suspendre la situation professionnelle, tout simplement pour ne pas pouvoir garder les accès directement au DMP. La difficulté aussi que l'on a sur ce RPPS+, c'est les différents portails qu'il existe. Aujourd'hui, on a un portail RPPS+ pour les autorités d'enregistrement, un portail RPPS+ pour les professionnels, un portail IRPPS+ pour les professionnels dites éparses. Donc, vous voyez qu'on a quand même pas mal de portails qui, normalement, devraient tous converger sur un seul portail d'ici 2026 avec le portail IRPPS. Et on retrouvera les professions éparses, les professions RPPS+, directement dans le portail via sans doute des pages spécifiques, mais au moins un seul portail. On a aussi des problèmes de difficulté d'accès, les cartes de l'habilitation du gestionnaire, les certificats logiciels. Bref, tout ça fait que parfois, c'est un peu une mission compliquée d'enregistrer un professionnel RPPS+. Mais pour autant, ce sont des professionnels qui, demain, vont développer des usages, vont créer des usages et vont participer à alimenter, consulter, envoyer des mails sécurisés dans le paysage professionnel des établissements de santé. Donc, tout ça est important. On n'est pas encore sur des vitesses de croisière, mais je pense que, comme le disait tout à l'heure Jean-Rémy, on est dans un paysage qui change, dans des configurations qui se modifient et des usages qui ne sont pas encore tout à fait bien identifiés pour certains, mais qui le seront prochainement grâce à toutes ces nouvelles professions et à mon espace santé, au DMP et à toutes les possibilités que l'on a de pouvoir le faire vivre, toujours bien sûr centré dans le cadre de l'amélioration de la prise en charge. Alors, Voilà. merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de notre webinaire. On a dépassé de quelques minutes. S'il y a une question ou deux, on peut éventuellement y répondre. Je regarde sur le chat. Normalement, on a répondu à toutes les questions. Moi, j'en ai une petite dernière, Oui, Bruno, si vous voulez avec bien. plaisir. Ça concerne les directives anticipées en psychiatrie. Est-ce qu'il y a un projet de les ajouter au DMP ou pas du tout? Est-ce que c'est quelque chose qui est abordé? Elles sont déjà accessibles pour tous les patients, quelle que soit leur pathologie. Donc, si c'est une pathologie psychiatrique, les directives anticipées sont tout à fait, vous pouvez tout à fait les déposer dans l'espace santé du résident. En revanche, D'accord. il faut qu'il ait la capacité de les exprimer. S'il a une pathologie qui altère profondément son discernement, ça peut poser question, forcément.
Ouais, en fait, là, je faisais allusion à un document spécifique qui a été élaboré par des patients, en fait, justement pour essayer de favoriser une bonne prise en charge lors de leur crise. Donc, c'est un petit peu en parallèle des directives anticipées standards, on va dire. C'est encore un autre document, mais qui n'est pas très connu. Donc, Oui, mais l'usager peut le déposer dans son espace santé, il n'y a aucun souci. Hein. ouais, Ouais, tout à fait. c'est ce que je pensais. Ouais. OK. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup. C'est une excellente manière d'accompagner les résidents en psychiatrie, hein. Vraiment de montrer l'utilité à la fois sur les directives anticipées, puis le mettre aussi sur une ordonnance ou sur un document déposé par le patient, en disant en cas de crise épileptique, etc., ou je ne sais quoi, ou d'autres pathologies, voilà ce que je souhaite, quoi. C'est important. Merci. Bien écoutez, merci beaucoup. Sarah, merci, bonne journée. Au plaisir d'échanger avec vous sur d'autres webinaires ou d'autres sujets. Dominique et moi sommes à votre écoute si nécessaire pour vous accompagner sur les sujets numériques et connexes. À bientôt, passez une excellente journée. Très bonne fin de journée. Merci, au revoir.